Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons à Hanovre, c'est à peu près à une centaine de kilomètres au sud de Hambourg, rencontrer Tobias Nkulu, qui va nous parler entre autres de Hotel Spotting. Bonjour Tobias, comment vas-tu ? Bonjour Joe, super bien, merci et toi ? Écoute, je suis ravi d'avoir pu reconnecter avec toi et t'inviter sur ce podcast. Comme tu connais le format, nous commençons toujours par découvrir le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc Tobias, raconte-nous un peu ton parcours personnel. Eh bien, je suis originaire de Bois-Guillaume, qui est une petite ville à côté de Rouen en Normandie. J'y suis né, j'ai grandi là-bas, j'ai donc passé mon bac là-bas et ensuite j'ai décidé de faire le grand saut et de venir faire mes études en Allemagne. Donc ça a été déjà un de mes premiers grands challenges, on va dire, post-bac, l'intégration de la fac et puis de la société allemande dans l'absolu. Donc ça a mis un petit peu de temps à mûrir et à porter ses fruits. Et disons qu'au bout de 5 ans d'études, j'ai eu mon bachelor en économie. Mhm. Et puis, donc, j'en ai profité pour découvrir le monde allemand au jour le jour. Donc, on pense souvent à nos voisins allemands comme étant très proches d'un point de vue géographique, mais c'est vrai que d'un point de vue sociétal et culturel, il y a pas mal de petites différences auxquelles il faut s'habituer. Challenge, pour moi, entre-temps, sont extrêmement intéressants parce que je compare tous les étrangers, enfin les Français bien sûr en particulier, mais tous les étrangers qui viennent en Allemagne et les challenges qui s'offrent à eux et leur manière de les déjouer et puis d'en jouer aussi en même temps. Mhm. Et donc voilà, donc moi mon grand rêve c'était de travailler chez un grand constructeur de voitures de Wolfsburg, pour ne pas nommer son nom. Oui. Et voilà. Et puis au bout de quelques années, effectivement, au sein de mes études, j'ai réussi à décrocher un premier stage chez Volkswagen, donc, et un second stage par la suite. Et donc je suis très rapidement germano-allemand. Et j'ai vraiment adoré ça. C'était mes premières années à Wolfsburg. Ah ok, donc d'où la raison Wolfsburg pour nos auditeurs, dans la région proche de Hanovre, hein, si je ne me trompe. Hein. Exact. Ok. C'est à 70-80 km environ. Mhm. Ça m'a permis vraiment de rentrer dans le quotidien, je dirais, soit d'un ingénieur ou alors d'un diplômé en économie en Allemagne. Mhm. Et donc j'ai découvert le monde du travail après avoir découvert le monde culturel, le monde sociétal. Donc Mhm. c'était vraiment extrêmement intéressant. Et j'ai commencé à vraiment adorer ma vie en Allemagne jusqu'à la fin de mon bachelor. Donc. Et ensuite, c'est offert à moi la possibilité soit effectivement de rentrer sur le marché du travail parce que j'ai eu directement la possibilité de rentrer après ce bachelor, ou alors de continuer sur un master qui m'a été offert, enfin que j'ai eu l'occasion de pouvoir accepter en Argentine. Ah, Et ok. donc, c'était vraiment un choix très difficile parce que, en gros, mon rêve de conduire des belles voitures, de travailler chez un grand constructeur allemand et compagnie, c'était vraiment quelque chose qui m'a suivi depuis que j'ai fait la conduite accompagnée d'ailleurs. Particularité Voilà, française. voilà, c'est une particularité française, mais c'est vrai que la voiture, ça a toujours été pour moi un rêve et une passion indescriptible. Mhm. Et effectivement, après 24 heures de réflexion, donc après avoir reçu en gros l'acceptation du job chez Volkswagen, j'étais tout fou. Et en même temps, quelques jours plus tard, j'ai reçu l'acceptation pour faire un master en Argentine.
Et une de mes secondes passions est le voyage, la découverte de langues et cultures étrangères. Et j'ai opté pour Buenos Aires, pour l'Argentine. Donc je suis parti en Amérique du Sud pendant 2 ans, effectivement. Alors Tobias, tu te retrouves donc en Argentine à Buenos Aires pour un master, c'est quand même assez sympa. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, effectivement, j'ai donc atterri à Buenos Aires quelques semaines plus tard, euh, tout plein de curiosité et d'attente, et j'ai découvert l'Argentine comme un petit gamin qui atterrit dans une métropole, dans une mégalopole même Ouais. énorme dans le sud de l'Amérique. Donc j'avais 2 mois pour parfaire mon espagnol. J'avais déjà quelques notions que j'avais appris au lycée. Et ensuite, commençait donc le master en relations internationales. Et donc, ça m'a permis de rentrer vraiment dans un modèle complètement nouveau. Donc, dans un premier temps, moi qui viens de Normandie, un point très important, c'est le temps. J'avais du soleil, on va dire, quasiment tous les jours. C'était vraiment exceptionnel. Je dirais qu'en plus de la langue et de l'aspect culturel, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait éclore, parce que tu es dehors tout le temps, Ouais. tu fais tout en extérieur. Je suis fan de foot aussi, donc Ah, tu joues en c'est le foot bon pays. vraiment. Ah bah ouais, c'était vraiment le bon pays. Et Uh-huh. ce qui est très marrant, c'est que en fait, bon, et ça je l'ai su a posteriori au fil des semaines et des mois passés là-bas, c'est que la culture argentine, alors ça c'est un avis très personnel, mais la culture argentine est très liée ou est très proche de la française, je trouve. Au Alors de sein de l'Amérique l'européenne. du Sud, Oui, alors je peux rebondir là-dessus parce que enfin, j'ai des racines ah, sud-américaines et que l'Argentine, ouais, d'un point de vue sud-américaine, on les considère comme les Européens de l'Amérique latine, dans le sens où l'Argentine s'est construite sur l'émigration des Italiens, beaucoup d'Italiens, ouais, beaucoup ouais, d'Allemands aussi, bon, l'après-guerre, on va dire le sud du Brésil et vers l'Argentine. Et c'est donc, vrai. il y a une grosse influence de la culture culinaire, on va dire, italienne, française, Mhm, allemande. Et donc, c'est complètement ouais, ça. L'Argentine, c'est vrai que pour faire un clin d'œil à nos amis argentins, il y en a beaucoup qui parlent français, ouais. qui s'y nous écoutent, un gros clin d'œil, puisqu'il y a un gros lien, il y a un gros lien culturel entre la France et l'Argentine. Bon, un peu comme aussi avec Voilà, la Colombie. voilà. Et donc, ouais, non, je trouve ça marrant que tu viennes de le dire, parce que c'est vrai que les Argentins, ils sont beaucoup de blonds aux yeux bleus. Hein. Enfin, on va pas faire de clivage, hein. On est bien d'accord, C'est hein, vrai, Tobias. c'est vrai, ouais, Euh, ouais, ouais. mais c'est un peu ce point-là. Et bon, la culture de la viande, après moi, quand tu me dis l'Argentine, je ne vois que les steaks. Bon, un clin d'œil à nos Ah bah amis oui. qui ne mangent pas de viande. Hein. Revenons à nos moutons, comme pour fermer cette parenthèse. Voilà. Donc Euh, ton master relations internationales à Buenos Aires, en espagnol ou en anglais? En espagnol, j'imagine, non? En espagnol, exactement. Donc, ça, c'est quelque Un chose challenge pour toi. euh, qui a, qui a été vraiment, oui, très, très fondateur, parce que il faut te dire que même avec des notions d'espagnol, Oui. lorsque tu arrives là-bas et que tout le monde parle espagnol dans tous les sens, donc ce sont tes amis, ce sont tes profs, ce sont tout le monde, Ouais. tu es obligé de te fondre dans le moule. Il m'a fallu, au bout de 3 mois, je parlais avec tout le monde en espagnol. Et disons que je commençais à rêver en espagnol aussi, donc ça c'est un Donc c'est un bon bon signe quand signe, on ouais. commence à faire des rêves, voilà. Exactement, ouais. Et disons que je n'avais plus de problème à sortir, parce que les premières semaines, tu te dis, ah là là, on sort en soirée avec Les des Égyptiens. amis de la fac, mais je vais encore rien comprendre. Et c'est vrai que ça dure quelques semaines, Ouais, ils parlent extrêmement rapidement, les Argentins sont super émotionnels, ouais, ouais. et C'est des ils parlent avec Italiens, le cœur, ouais. Ouais. ça c'est Ils ont un génial, ça accent, c'est génial. on a un accent qui, Mm. qui est reconnaissable entre 36 000 en espagnol. Moi, Et- je peux et- j'ai eu des anciens collègues Exactement. argentins. Quand tu les entends parler, tu comprends. Enfin, quand tu parles l'espagnol d'Espagne ou l'espagnol d'autres pays en Amérique latine, tu les reconnais entre 36 000, quoi. Il y a aussi des déformations de Exactement. langage. Donc j'imagine qu'au début, ça a dû être. Tu as dû avoir des bons mots de tête pour comprendre ce qu'ils voulaient dire, non?
Eh ben, écoute, je vais être franc avec toi. Oui, j'ai eu un petit sursaut une fois que je suis arrivé là-bas, parce que il y a un petit modisme qui fait que l'espagnol sur place, on l'appelle castellano. Si. Et, et, et au début, je me suis dit, mais zut, c'est pas possible, on parle pas espagnol en Argentine. Ah, Et j'ai El vraiment dû, Castellano, et oui, j'ai mais dû voilà, et j'ai dû le revérifier parce que j'avais un petit doute, si tu veux, je ne comprenais pas. une petite Et si panique. tu veux, et voilà, et quand j'allais dans les magasins et que je commandais mon poulet, eh ben, le vendeur faisait semblant de ne pas me comprendre. Et j'ai dit, zut, c'est pas possible ça. Ouais, Et en fait, c'est vrai que l'Argentin est très fier. Et quand tu parles pas avec son accent, il ne comprend pas. Et ouais, même ouais. les Vénézuéliens, les Colombiens, Ouais. les Péruviens m'ont dit la même chose. Donc ça m'a rassuré direct, mais au début, j'ai eu un petit. Ouais, l'exemple du poulet est très bon. En espagnol, on dit pollo et eux, ils disent pollo. On dit poche, exactement, exactement. Enfin, Si, si, si. Et donc ce sont des petites différences culturelles. Il faut s'y habituer. Et bon, dis-toi qu'au bout de 3 mois, j'ai commencé à adorer. Je sortais tous les soirs après la fac, donc ça c'est très intéressant aussi, hein. Les cours de la fac commencent vers 18 h et durent jusqu'à 10 h, 11 h du soir. ah, Donc ça c'est extrêmement intéressant. Tu sors à 10 h du soir, bon, il fait nuit, mais il fait encore 30 degrés. Et quand tu sors ensuite, les boîtes de nuit ouvrent à 2 h du matin. Et donc, ça te donne un petit peu le rythme, si tu veux. Et ouais. moi, j'adore la nuit. Moi, je vis de nuit, même ici encore en Europe, hein. J'adore la nuit. Je commence à vivre après les infos du soir et jusqu'à 2 3 h du matin, même quand je travaille tôt le matin. Ok. Et donc, l'Argentine est Ah bah ça. un terreau fertile pour moi, quoi. Je me suis vraiment retrouvé Donc dans c'est. un nouveau monde Mhm. Donc, super propice. ok. Donc c'est un sacré choc parce que bon, la culture espagnole en Espagne, la vie commence décalée plus tard aussi le soir, hein, beaucoup Ouais, plus tard. J'imagine que pour toi, revenir en Allemagne, entre ce rythme, l'allemand commence très tôt hein, à travailler, hein, à ouais, 7h du mat, 6h du mat, exact, et il finit sa journée ouais, à 4h, 5h, hein, suivant les exact. industries. Et, mais oui, bon, c'est aussi lié au fait, on va dire, conditions météorologiques ou de jour et de nuit. Mhm, Avec mhm. l'Amérique latine, je pense que c'est pareil. Au Brésil, c'est pareil, tu vis beaucoup plus tard le soir parce que le jour, c'est chaleur écrasante. Donc, ok. Ouais. Donc, du coup, combien de temps tu as passé à Buenos Aires? J'ai passé 2 ans là-bas. D'accord. Ensuite, effectivement, l'amour m'a ramené en Allemagne. Donc, il fallait encore une fois que je fasse un choix. Cette fois-ci, c'est le choix du cœur Oui. et des émotions qui ont fait que je suis rentré à Hambourg, justement. Mhm. Donc, c'était la grande question, qu'est-ce que je vais faire? Et très rapidement, j'ai été contacté donc par une boîte en ingénierie En service. aéronautique. Et donc voilà, donc c'est là où on a appris à se connaître Oui, d'ailleurs. Donc exactement, c'est de là où on se connaît. Ouais. là, j'ai continué alors que je connaissais déjà l'Allemagne, alors que j'ai moi-même des racines allemandes. Mhm. J'ai redécouvert l'Allemagne d'un nouveau côté parce que c'est vrai qu'Hambourg est une ville très très polyglotte, très internationale, et je ne connaissais pas l'Allemagne de ce point de vue-là. Je ne savais pas qu'on pouvait, je dirais, vivre et survivre en Allemagne en ne parlant qu'anglais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mal, bon, Airbus Oui. bon, il y a pas mal de nationalités, hein, beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Anglais, Mhm. et qui eux-mêmes ne parlent pas allemand, donc Ouais. c'était très bénéfique à ce niveau-là aussi, ouais. Mais toi, tu le parlais l'allemand pas? Parce que tu dis que tes racines sont entre la France et l'Allemagne ou Oui, donc tu avais plus des racines allemandes, donc tu parles l'allemand couramment, je me rappelle quand on avait travaillé ensemble. C'est vrai que le Hambourg, bon, pour revenir là-dessus, on dit c'est les portes du monde pour l'Allemagne et c'est vrai que il y a mhm, des différences entre une ville comme Hambourg, comme Berlin ou comme Munich ou Francfort où les orientations de la ville sont complètement différentes et donc la culture aussi à l'international. Voilà, pour pas faire de quiproquos ou de remarques sur les autres villes, chaque ville a ses particularités avantageuses et contraignantes ça, pour chacun, suivant ce qu'on recherche. Et donc tu exact. as été à Hambourg, alors que toi tu es plus de la région de Wolfsburg, c'est ça, plus le lien de l'automobile, et tu te retrouves Voilà, dans l'aéronautique pour des raisons de cœur ici à Hambourg, exact. et tu as donc pratiqué en tant que commercial, si je me rappelle. Et qu'en était la suite? Parce qu'on aborde un peu ton cheminement professionnel. Ouais, ouais. Alors en
fait, pour être très exact, j'ai commencé 6 mois en tant que consultant dans une boîte donc d'ingénierie française d'ailleurs. Et ça, je me suis un petit peu ennuyé. Je trouvais ça un petit peu, mais bon, ce n'est pas dû à la boîte en soi, c'est plus dû je dirais, l'esprit d'entreprise chez Airbus. C'est très, c'est un gros mammouth Airbus. Hein. C'est une grosse industrie, gros, et donc voilà, et j'avais un poste qui n'était pas forcément très à tes attentes. Dynamique. Et, voilà, et moi sortant des études, j'avais encore la jugeote, et du coup, la bougeotte. On m'a proposé la bougeotte, pardon. La jugeote, il n'y a pas de problème. On retravaille notre français. T'es pas le premier dans ce podcast où des fois on cherche nos mots, on les a à moitié en allemand, moitié en anglais. Donc c'est normal, hein. Chers auditeurs, faut pas nous en vouloir. Hein. Je pense que ça les fera rigoler aussi. Donc Donc voilà, non, c'est exactement ça. On m'a donc dans cette boîte de consulting proposé un poste à Hanovre. Et donc, j'ai déménagé à Hanovre pour commencer en tant que commercial, effectivement. Et là, je suis re-rentré en contact donc, avec l'industrie automobile et avec l'industrie ferroviaire. Ouais, et donc, ça m'a permis très rapidement de comparer beaucoup d'industries et puis aussi de réaliser un de mes rêves. Je tiens quand même à le souligner parce que l'automobile était quand même un des points d'achoppement entre l'Allemagne et ma petite et humble personne. Et donc, j'ai eu une voiture de fonction. Et donc, ça a été, j'ai résolu un grand rêve rapidement. Et d'ailleurs, j'en suis vraiment très reconnaissant parce que ça m'a permis très rapidement de me rendre compte que tous les rêves matériels qu'on peut nous mettre dans la tête, essentiellement en France d'ailleurs, je crois que c'est très français ça. J'avais beaucoup de rêves matériels qui disaient un jour tu seras manager, tu as ta voiture, ta maison, ceci, voilà. Et puis en fait, le besoin matériel. Exactement. Donc il était très présent chez moi et donc j'ai eu rapidement donc cette voiture de fonction et donc j'ai pu assouvir tous mes rêves et je me suis rendu compte que c'était pas une fin en soi au final, que c'était bien beau d'avoir une belle voiture, mais que bon, il fallait que tout le contexte et tout ce qui s'en suive. Et donc disons qu'au bout de 2 ans, j'ai quitté mon poste chez cette boîte de consulting française. Je suis passé chez un concurrent allemand et c'est là où je me suis rendu compte que tous les aspects culturels du business et puis de la considération du marché étaient vraiment très importantes parce que les Français sont très flexibles et cherchent toujours à atteindre un objectif, tandis que les Allemands cherchent toujours à suivre un process pour atteindre l'objectif. Donc, je suis ravi que tu viennes aborder ce sujet ici avec nous, puisque c'est exactement la thématique culturelle. Le français, peu importe les moyens pour arriver à la finalité de l'objectif, et l'allemand, plutôt la démarche A plus B, bon, c'est pas pour être méchant, ça permet d'avoir une certaine, une assise sur les rails d'une démarche. Donc très procédurière, mais sans surprise. On sait où on va, on passe les étapes peu à peu. L'étape française, elle peut être vue par les Allemands un peu brouillon, mais la finalité et l'objectif. Ce qui n'intéresse pas un manager, c'est bon, comment tu as réussi à atteindre tes objectifs. L'important, c'est l'objectif. Ce qui est aussi concevable d'un côté ou de l'autre. La finalité ne dépend pas des moyens. Donc c'est bien que tu viennes nous en parler, puisque tu as vu les deux côtés, les deux approches différentes. Moi, je l'ai vécu tous les jours et je le vis encore, dans le sens où c'est là où j'aimerais bien que tu rebondisses dessus, que tu t'abordes le sujet. C'est-à-dire que l'approche franco-française dans un marché allemand ne peut se faire que sur une acceptation ou une compréhension de la culture locale. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Est-ce que donc disons, tu peux nous en dire plus sur peut-être ton vécu là-dessus? Oui, alors en fait c'est très simple. Mes chefs d'un point de vue français étaient eux-mêmes originaires donc du sud de la France. C'est ça ce qui m'a beaucoup étonné au départ. Donc c'est-à-dire que on avait une direction française qui avait des attentes
de comportement français. Donc je te donne un exemple très concret parce que tu as déjà un petit peu ouvert la porte tout à l'heure lorsque tu disais que les Allemands commencent très tôt à travailler et terminent la journée à 15h, au plus tard à 16h. Bon, c'est pas une généralité, mais beaucoup s'en vont à 15h, 16h. Et c'est là où on avait par exemple une compréhension complètement différente du boulot, c'est-à-dire que l'Allemand, il vient au boulot pour résoudre des tâches. Ouais. Et en quelque sorte, alors il ne faut pas généraliser, hein, je ne veux pas non plus jeter la pierre dans les autres. On est d'accord. Oui. Exact. Mais le français va s'attendre à ce que tu restes jusqu'à au moins 18 heures au boulot pour faire figure de présence, en gros. Ouais. Et quelles que soient, en gros, tes avancées effectives au boulot. Ouais. Et c'est là où on a eu vraiment quelques divergence exactement d'opinion parce que moi je disais à mes chefs, écoutez, j'ai des clients allemands qui attendent de moi par exemple que je sois là à telle heure et donc donc il faut être à l'heure, il faut amener le produit ou l'offre de telle et telle manière, ou l'offre d'une manière X ou Y, et mes chefs français essayaient d'appliquer des process français, donc qui forcément ne collaient pas forcément aux attentes des clients allemands. Et donc je trouvais ça vraiment passionnant d'observer à quel point l'acharnement de ma direction, en gros, partait complètement à l'opposé de ce qu'attendait le client. Ouais, c'est dommage. Ouais. C'était dommage. D'un point de vue personnel extrêmement formateur. Exactement. Mais disons que c'est vrai que sur le long terme, c'était pas, je dirais, la démarche à suivre, quoi. Donc c'est vrai que c'est usant quand toi-même, en tant que commercial, tu dois en gros apprendre à ton chef comment il aurait à se fonctionner avec ton client allemand. Mais parce que voilà, parce que oui. Ouais, vas-y. Parce que par exemple, appeler 3-4 fois un client la même journée, par exemple, ça se fait pas en Allemagne. Quand tu n'as pas réussi à joindre quelqu'un, et ben la personne va voir que tu as essayé de l'appeler, elle va te rappeler par la suite. Tandis que le français, il veut sa réponse dans la journée, si tu veux. Ce sont des tout petits détails, tu vois, ce sont des soft skills. Mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Et je pense que moi, je l'ai vécu plus longtemps parce que j'ai été longtemps Airbus. C'est le parfait exemple franco-allemand. Bon, il y a les Espagnols aussi. L'allemand commence tôt et finit, on va dire, vers 7h, 8h au plus tard. Et le français à Toulouse commencera, bon, je ne veux pas généraliser, hein, je dis il y a des productions qui commencent tôt aussi, mais on va dire l'employé de bureau va commencer à 9h. Et va être là jusqu'à 18h. Donc c'est vrai que moi je l'ai vécu dans le sens où j'étais dans une autre boîte de consulting qui était affiliée à Airbus. Et ils avaient mis en place entre le côté français et allemand comment ils appellent ça, un cœur de présence où par exemple entre 9h ou entre 10h et 17h pour retourner l'appel au client. Le corps, ils appelaient ça le corps presence, c'est-à-dire donc là où il fallait, par exemple, si le client se manifestait ou contacter le client, parce qu'il y a ces divergences culturelles ou de présence, de fonctionnement qui sont complètement différentes. Et je l'ai remarqué aussi qu'il m'arrive parfois, comme tu le disais, d'appeler des fois, on travaille avec un client et tu l'appelles une fois, tu rappelles une heure plus tard et tu l'appelles une troisième fois. Et en fait, on va avoir l'effet inverse. Parce que si tu envoies juste un message en lui disant voilà, j'aimerais discuter avec toi au téléphone, tu planifies ça. Il y a beaucoup plus de planification qu'à la française. Français, on est plus dans la spontanéité, de suite, hop, on déroule, on se met d'accord et après on regardera les détails ou les mises sur documents, on va dire, standardisés, voilà, tel et tel contrat. Donc, ça se voit aussi sur la manière de valider un contrat ou une coopération de travail, quoi, tu vois. Et je pense que c'est ce que tu as vécu, parce que tu as été dans une société française de service en Allemagne, et après, tu es passé dans une société allemande de service en Allemagne. Donc là, le fonctionnement un peu différent. Exactement. Et donc, du coup, c'était... donc, pour en terminer avec les Français, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Et ensuite, passant du côté allemand, je me suis rendu compte que déjà avoir des process, c'était bien. Les suivre, c'était très intéressant aussi. Mais s'arrêter et buter à certains moments parce que justement on n'avait pas atteint
une étape X ou Y du process et attendre par exemple, qu'on ait un retour de documents pour lancer une offre commerciale, c'est quelque chose qui des fois te bouffe 2 semaines et t'attends 2 semaines de récupérer tes documents, mais le client a déjà accepté l'offre d'une autre boîte parce qu'au final, eux ont été plus rapides dans le process. Et ça, c'est pas grave pour les Allemands. C'est pas grave. Tant qu'ils auront été conformes avec le process, tant pis. S'ils perdent le marché, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, ils auront suivi le process. Et ça aussi, ça me rongeait de l'intérieur. Il n'y a pas une remise en question. Oui. Voilà. Et donc, du coup, ce sont vraiment, je vais dire, des enjeux auxquels il fallait se faire au jour le jour, mais que moi, j'ai pris comme expérience au final, parce qu'au final, de toute façon, la chose qui en ressort, c'est qu'il faut toujours essayer de prendre le meilleur des deux côtés pour essayer de scinder cette expérience et puis d'en faire je dirais, d'essayer de l'extérioriser de la manière la plus positive possible. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais vraiment d'un côté ou de l'autre. Il faut un mix des deux. Il faut un mix des deux et au bout de ça va faire quoi? Ça va faire plus de 15 ans que je suis en Allemagne. Je suis pas complètement allemand, je suis pas complètement français. Et la dernière fois, on m'a posé la question, mais est-ce que tu serais même capable de rentrer en France? Ça aussi, j'ai pas su répondre à cette question. C'est une thématique très intéressante et j'ai pas su répondre à cette question parce que moi-même, rentrant en France tous les 2-3 mois, il y a des choses que tu n'es plus habitué. J'arrive plus à accepter. J'y suis plus habitué. Donc, c'est les petits aléas de la vie, si tu veux. Mais ici, on fait attention à ce que tout soit propre, même dans la rue. Tu gardes ta bagnole dans la rue, on te la raye pas. Tu prends. Surtout, t'es bien allemand là-dessus, donc c'est bien. Oui. C'est des détails. Non, mais c'est ça ce qui est. Ça ce qui est intéressant, Et en même temps, je rentre à la maison, donc en Normandie, et je suis le premier à me lever super tôt le matin pour aller à la boulangerie parce qu'il n'y a rien de mieux que les viennoiseries françaises. Enfin, selon moi, c'est très subjectif. Je suis le premier à aller me faire un resto à droite ou à gauche. Je suis le premier à adorer aller voir des potes sans même les avoir appelés au préalable pour savoir si c'était bon ou quoi. Enfin, tu vois, ce sont plein de petites choses qui font qu'au final, on dit, et je tends à le confirmer, que la qualité de vie, elle est réelle en Allemagne, mais le savoir-vivre à la française, il est inégalable en France. Et tu vois, on se retrouve vraiment le cul assis sur deux chaises. J'ai vraiment dit ça, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Mais non, mais c'est une réalité. On enlèvera ça au montage. Continue, Tobias. Voilà. Ou pas. Donc voilà, donc ce sont un petit peu les aléas du quotidien. Et en même temps, c'est tellement bon de voir les différences font la richesse au final d'une expérience, d'une expatriation, d'une vie à l'étranger. Alors moi j'ai une question plutôt là-dessus, puisque on va voir comment tu y réponds. Comment dire, est-ce que tu te sens plus allemand ou plus français? C'est vrai que c'est un peu une question piège, ou plutôt, où c'est que tu as vécu le plus, en France ou en Allemagne? Alors, je suis arrivé en Allemagne, j'avais 19 ans. Et là, je vais en avoir 37. Donc, disons que petit à petit, ça tend je tends vers la parité. Mais pour répondre très concrètement à ta question, parce que je me suis déjà posé la question, en fait, c'est comme si tu demandais à quelqu'un s'il préfère sa mère ou son père. Voilà, j'adore. Alors, j'attendais pas autre chose que ce genre de réponse, donc je pense qu'on est vraiment à l'unisson sur le sujet. C'est-à-dire que c'est une partie d'un tout, puisqu'on est un mélange, et de prendre le meilleur des deux côtés. Non, mais c'est appréciable. Et donc, je comprends aussi ton besoin ou l'intérêt d'être entre les deux pays, de rentrer régulièrement en France, c'est agréable, mais d'être en Allemagne aussi, puisque
savoir où est ton chez-toi. Moi, quand on me demande, mais ton chez-toi, c'est Hambourg ou c'est la France? Et j'ai dit, Ouais. ma vie est ici à Hambourg, ma famille est ici, mais Ouais. ma famille aussi est en France. Et quand je Ouais. vois des deux côtés des pays certaines choses, bon après on va pas parler politique, mais c'est vrai que tu vois des choses critiques sur ton pays que tu ne voyais pas avant. Ouais. Et dans le même Ouais. sens côté allemand, c'est-à-dire que moi je raconte toujours ces petites anecdotes, je pense que je ne l'ai pas raconté encore sur un épisode, c'est-à-dire que quand tu viens en Allemagne de la France, la première chose que tu vois, c'est tous les gens avec ces poches en toile ou en tissu, Ouais. ces sacs en tissu, tu vois tout le monde avoir un sac comme ça et porter ses bières. Donc c'est assez surprenant. Ouais. Et après quelques années ici en Allemagne, quand je suis rentré en France, je voyais tous les gens avec la baguette sous le bras. Les Allemands se moquaient de moi en disant ah mais c'est vrai les Français vous avez la baguette sous le bras. Et je le voyais pas avant. Et je l'ai vu Ouais. parce qu'on a un autre angle de vue. Donc Ouais. c'est un peu le fait que l'environnement qui t'entoure modifie ta perception de tout ce qui t'entoure puisque tu es plutôt sélectif. Mais voilà, Exact. c'était ces Exact. petits apartés. Je pense que tu as vécu la même chose. Et puis, si tu as vécu un peu en Amérique latine, en Argentine, ben, c'est des expériences qui te grandissent. Voilà. Alors, j'aimerais faire le lien entre tes voyages et ta passion puisqu'on arrive un petit peu presque à la fin. Tes projets après dans les sociétés de services, dans Mhm, l'automobile. mhm, Tu t'es retrouvé mhm. à lancer un nouveau projet. J'aimerais bien que tu nous en touches un petit mot si tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors, après mon expérience en société de conseil en ingénierie chez donc Allemande. du côté allemand, Ouais. voilà, j'ai quitté l'entreprise et j'ai fondé ma propre entreprise qui s'appelle Hotel Spotting. Mhm. Et donc l'idée derrière ça, En on quelle a année? créé ça Juste pour donner un ordre de. c'était en 2017, Ok. on a créé Hotel Spotting. Mhm. Et donc, l'idée derrière ça était de proposer au grand public des solutions de tourisme insolites, dans un premier temps au sein de l'Allemagne, puis ensuite avec des rêves expansionnistes, bien sûr. Normal. Mais voilà, donc en gros, c'était proposer une plateforme Internet, donc comme on les connaît de nos jours, mais vraiment spécialisée sur l'insolite. Donc dormir sur l'eau, dormir sous terre, dormir dans la neige, dormir dans les arbres, etc., etc. Mhm. Et donc, nous avons commencé avec ma compagne avec laquelle j'ai fondé Hotel Spotting, nous avons commencé à voyager au travers de l'Allemagne et on a acquéri une Partenaire. vingtaine de... Mhm. Voilà, on a acquéri une vingtaine de partenaires Mhm. qu'on a donc mis sur notre site en ligne. Mhm. Et ce site-là, donc, ça a pris vraiment du temps parce qu'il fallait aussi créer le site. Et donc, ça a été vraiment un challenge tous les jours. Mhm. Et donc, on était à deux doigts d'aller en ligne et de proposer notre offre, sachant qu'on avait vraiment fait un gros travail de, de contact personnel avec les différents Développement de réseau. hôtes. Mhm. On avait fait nos photos, on avait acheté un drone, on avait Ah ouais. fait Sacré investissement. vraiment, Mhm. on voulait mettre en avant tous ces hébergements de manière moderne et non réplicable. Mhm. Et est arrivé Covid et ça Donc, nous a mis une petite claque dans la figure pour être diplomatique. et gentil, oui. C'est clair que ça a dû Voilà. être, en 2020, ça a dû être, je dirais même pas une petite claque, mais ça a dû être un grand coup de frein. Et bon, t'en rigoles maintenant, Voilà. j'imagine, mais l'obligation pour un entrepreneur de remettre tout en cause. Je sais que le Covid a remis beaucoup de choses en cause. Et bon, Exact. c'est motif de survie et compagnie. Donc du coup, Exact. tout était prêt au lancement. Et là, gros coup de frein. Voilà, gros coup de frein. Et le problème, donc, c'est que les partenaires qu'on avait acquéris, la plupart n'ont pas survécu à la crise. Donc, Ouais, ça a remis notre business model une question, ouais. en cause. Mhm. Et une des choses qui nous a sauvés, ça je ne sais pas encore, mais qui nous a permis de garder espoir, c'est qu'on avait on avait deux piliers, donc c'est-à-dire mettre en relation les hôtes et puis le grand public avec Les des hébergeurs. hébergements insolites Mhm. Mhm. et construire notre propre offre d'hébergement insolite
de telle manière à ce que les deux s'étayent et Complète. se complètent. Mhm. Exactement. Et donc, on a fait ça, on a proposé un projet d'hébergement insolite en plein milieu de la nature à plusieurs régions dans les alentours de Hanovre. Mhm. Et elles nous ont dit, normalement, il vous faudrait un permis de construire pour montrer votre projet, mais on est tellement intéressé par tout ce qui change un petit peu de l'ordinaire qu'on vous permettrait de construire votre projet si vous trouvez un terrain entre guillemets un terrain agricole ou un terrain hors, je dirais, quelque chose qui soit en plein milieu de la nature. Donc, si vous trouvez le terrain adéquat, eh ben, vous pourrez lancer votre projet. Et donc, ça a été vraiment un gros challenge parce qu'en gros, il fallait se mettre d'accord avec le milieu rural et en même temps convaincre certaines communes que ça pouvait être un projet intéressant. Et donc, au bout de 2 ans seulement, on a réussi. Donc, on a, comment dire, on a, disons qu'on a remis un permis de construire. Donc, j'étais extrêmement fier de ça. On a remis un permis de construire pour monter notre projet. Et une chose qui ne me serait jamais venue à l'esprit, c'est qu'en fait, tout le village, n'était pas forcément pour ce projet. Et ils ont commencé à faire la grève contre notre projet après qu'on ait eu en gros le permis de construire. Aïe. Et j'ai trouvé que c'était magnifique parce que les Allemands qui ne font jamais la grève ou très rarement la grève, qu'ils se mettent à faire la grève contre un Français en Allemagne, j'ai trouvé ça, j'en rigole au jour d'aujourd'hui, ouais, sur le mais coup, je trouve ça complètement hallucinant, quoi. Donc j'étais dans tous les journaux locaux et compagnie, mais plus dans le sens négatif du terme. Ouais, j'imagine. En fait, voilà, donc c'était pas très marrant. Et suite à cela, on a trouvé un terrain qui se prêterait à notre projet. Donc en gros, il s'agit d'envoyer ou de proposer aux gens, plus exactement, une solution d'écotourisme, donc qui est déjà assez développée en France, mais de manière, je dirais, un petit peu plus premium que ce que l'on connaît. Donc c'est-à-dire que les clients devraient pouvoir avoir une offre gastronomique, une offre qui soit un petit peu plus élevée que s'ils faisaient du simple camping, et surtout une offre qui soit proposable tout au long de l'année. Donc ça, vu le climat qui n'est pas forcément très serein en hiver, on a réussi à mettre un concept en place qui soit pérenne tout au sein des 365 jours de l'année. Et donc, on nous a proposé un terrain de 14 hectares. Et donc, ça disait que ça explosait toute l'imagination qu'on avait pu avoir jusqu'ici. Et donc, voilà où nous en sommes actuellement. Donc, c'est-à-dire qu'on a une commune et une région qui nous supportent. On a même des associations écologiques, des associations touristiques régionales qui nous supportent. Ah, c'est bien ça. Mais voilà, donc on est vraiment très content d'avoir trouvé un consensus au sein de tous ces partenaires-là. Mais le gros challenge, c'est qu'en gros, d'un budget de 150 000 €, on passe à une prévision pour monter tout ça d'environ 4 millions d'euros. Ah ouais. Donc voilà, donc c'est un gros saut en avant, mais qui est dû je dirais aux conditions à la volonté de faire quelque chose de grand aussi, quoi, j'imagine. Voilà, et c'est dans quelle région? On peut en parler déjà, ou vous gardez encore les prémices avant le lancement? Parce que ça, c'est sur les 2 dernières années, hein, ce projet que vous avez démarré, son lancement officiel. Ah non, alors là, on n'est pas encore en lancement officiel. Ah oui, parce que d'abord les financements. Voilà, on a un deal avec la ville qui nous dit, bon, écoutez, votre projet, on le soutient, il est génial. Trouvez le financement adéquat et puis vous pourrez le lancer sur le terrain dont je viens de parler, de telle manière à lancer une offre touristique nouvelle sur le marché allemand. Et je dirais aussi assez unique en son genre, parce qu'on cherche vraiment à intéresser le client allemand qui adore voyager, mais qui, de notre point de vue subjectif, a une offre
assez simple, assez succincte Ouais. Donc on essaie sur de le mon- marché du tourisme allemand. Donc on va essayer de monter en catégorie, en premium, en concevant de l'écotourisme, mais de haut niveau. Et donc, ok. Et Exact. est-ce que du coup, est-ce que vous êtes dans la phase de financement, de chercher les partenaires financiers? Est-ce que Voilà. tu lances un appel si des investisseurs nous écoutent, de te contacter ou pas? Ou comment vous Ah bah fonctionnez? oui, Volontiers. ah oui, oui. Nous, on est très intéressés et toute l'expérience internationale dont je viens de te parler au préalable, Mhm. on la met aussi au profit de notre recherche d'investisseurs actuels parce qu'on ne se limite pas forcément à des investisseurs allemands Européen. ou locaux. Mhm. On est prêt même à aller en France ou je dirais même dans un rayon francophone international, anglophone ou quel qu'il soit au final. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir établir un nouveau concept sur le marché allemand. Ça, c'est très important Mhm. parce qu'on part du principe, et ça aussi, c'est notre expérience qui le dit, qu'à partir du moment où on aura réussi à convaincre une clientèle allemande, donc une clientèle assez exigeante au final, Oui. on aura très peu de difficultés à, à étendre le projet à un niveau européen. Oh. Je suis extrêmement européen ou pro-européen dans ma manière de penser, dans ma manière de voir les choses. Et c'est quelque chose qu'on aimerait bien, on va dire, on aimerait bien que ça fasse tache d'huile d'un point de vue business. Mhm. Et donc c'est pour ça qu'on s'attelle au marché allemand qui pour nous est très euh, il est Pragmatique dans le très sens, ouais. Pragmatique il- et pas on va dire difficile peut-être, très oui, il est difficile et il est structurant en même temps. Donc structurant. Euh, vraiment, ok, c'est le marché qui nous dira si on peut faire évoluer l'offre une fois qu'on l'aura mise en place. d'accord. Une question donc dans ce sens-là, Mhm. pour des auditeurs qui s'intéresseraient, mais moi le premier en disant, comment on rentre donc dans votre projet hein, si on est investisseur on se dit tiens, c'est un sujet intéressant, on te contacte directement ou est-ce qu'il y a un projet, dire ouais, voilà, j'ai envie de placer, j'en sais rien, 50 000 euros ou 500 000, comment ça fonctionne? Comment- Alors, effectivement, le plus simple dans un premier temps serait de rentrer directement en contact avec nous. Ok. Et ensuite, nous, on est prêt. De toute façon, on a développé tout un projet, on a tout un business plan qui consiste à monter donc ces hébergements insolites qui Mhm. reposent sur une structure qui sera construite sur mesure pour notre projet. Mhm. Donc, on a différents fournisseurs européens qui nous supportent à ce niveau-là. Et donc, nous, on est prêt à donner des parts de notre entreprise, Ok. effectivement, de telle manière à faire rentrer des investisseurs au capital d'Hotel Spotting. Ah ok. Donc la GmbH vous l'avez déjà créée et ça veut dire donc la société. Donc ça veut dire Exact. le ticket d'entrée, il est à combien si on peut le dire? C'est une bonne question, mais c'est pas encore quantifiable, Ok, d'accord. je dirais. Ok. Ça va dépendre du nombre d'investisseurs qu'on réussira à intéresser pour le projet. Et Donc ça, vous? c'est pas forcément quelque chose que moi, Oui, non, peut-être que je suis un peu en avance de phase. C'est vrai que je pose un peu les questions dans le sens disant, c'est quoi la target date on va dire, bon, j'en sais rien, à l'été 2022, on veut être à, j'en sais rien, 50% du financement du projet pour pouvoir dire, ok, on le lance, ou on doit refaire un tour de table de financement, ou le projet n'est pas viable, ou j'en sais rien. Est-ce que vous avez une vue sur un objectif? Bon, c'est vrai que après la énième vague Covid et compagnie, ça a ouais. mis, on va dire, ça a rajouté de la longueur sur les cycles des décisions, j'imagine. Oui, alors ça, de toute façon, oui. Nous, on sait qu'à partir du moment où on a déjà plusieurs contacts qui se sont faits, qui se construisent, Mhm. on est en train de monter toute une campagne marketing de telle manière à promouvoir le projet. Mhm. Ensuite, on sait qu'une fois qu'on aura les bons contacts qui seront intéressés par le projet, tout ne sera plus qu'une question de temps De timing. avant que tout se déroule. D'accord. Mais il est vrai qu'on n'a pas établi au préalable un nombre d'investisseurs maximum que l'on accepterait pour lancer le projet, Mhm. sachant qu'un investissement de 4 millions d'euros pour un projet
je dirais, de tourisme et en même temps immobilier, c'est un budget qui est très réaliste, je pense. Mhm. Et sachant le potentiel qu'on amène et l'expérience qu'on amène et surtout la niaque qu'on amène, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on poursuit ce projet, je pense qu'on réussira à trouver preneur. Mhm. Il faut juste qu'on trouve. Oui, donc, Voilà. ok. Donc, ça veut dire il y a aussi des investisseurs, j'imagine, comment on appelle, institutionnels, j'imagine les banques locales, la ville, ou c'est que des investisseurs privés. Alors, il y aura aussi une partie publique Par exemple, le à fonds. partir du Mhm. moment où on va quand même tendre à construire le projet de manière très écologique. Mhm. C'est quelque chose qui nous tente à cœur. Mhm. L'idée derrière, c'est que les gens qui vont venir dormir chez nous plus tard ne vont pas seulement découvrir la nature au travers de ce projet écologique, mais ils vont aussi l'aider à se développer dans le sens où l'électricité qui sera produite sur place sera en grande partie verte et Mhm. donc toute personne dormant chez nous ne consommerait pas d'énergie fossile et donc disons que c'est un cercle vertueux qui se met en place, mais c'est vraiment D'accord. quelque chose qui pour nous est très important, c'est qu'on s'inscrive dans un objectif futur de développement vert et de développement écologique sur le long terme. Ça, c'est très D'accord. important. Ok, mais je pense que c'est quand même pas mal. Tu vois, je trouve ça intéressant de venir parler de cette démarche. Ouais. Donc, ça veut dire que votre campagne marketing va commencer peu après que ce podcast soit diffusé. Donc, on pourra mettre les liens on mettra les liens dans le blog Avec vers le plaisir. site, hein. J'ai vu que vous avez la landing page et encore coming soon. Donc, on attend avec Voilà. impatience d'en apprendre beaucoup plus, Tobias. On Mhm. mettra, pour vous contacter, donc j'imagine le mail info at hotel.spotting.de, c'est ça, ou .com? Voilà, donc c'est info at Moins, ok, hotel-spotting. ok, avec deux T, Point, spotting. point, Point. spotting avec deux T. Donc ça, c'est très important. Et puis sinon, sur LinkedIn ou sur Xing, vous trouvez mon profil et ensuite, on peut rentrer en contact au travers de ces réseaux sociaux aussi. Ben écoute, je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur déjà ton parcours très axé franco-allemand avec un petit saut en Amérique latine. Ça m'a fait bien sourire. L'idée aussi sur ton vécu, je pense que c'est très bien de partager aussi pour nos auditeurs, beaucoup de francophones en Allemagne, mais aussi un peu partout en Europe, de voir un peu le parcours des gens. J'espère que ça aura inspiré nos auditeurs ou les gens qui se disent tiens, j'ai envie de me lancer, et peut-être aussi des gens ils se disent tiens, investir dans un secteur de l'hôtellerie un peu différente, engagé sur l'environnement, avec une offre un peu différente de ce qu'on peut voir, qui est nivelée par, on va dire, les grands acteurs dans l'hôtellerie. Je trouve ça assez intéressant. Donc, bah, écoute, un dernier mot peut-être pour nos auditeurs, un conseil. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Tobias? Eh bien, oui, voyager. Et puis surtout, non, c'est ça ce qui est intéressant. Moi, je trouve qu'il faut toujours garder l'esprit ouvert envers d'autres cultures et pour d'autres cultures. Et donc, le français, ce qu'il sait faire de mieux, ou une des plus belles choses qu'il sait faire, c'est la cuisine et la bonne bouffe. Donc, tous ceux qui auraient encore un doute quant au fait de voyager, rien que le fait de découvrir d'autres cultures au travers de repas et de mets étrangers, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à venir soit en Allemagne, soit dans le monde entier afin de découvrir culture, langue et bons repas à l'international. Je vois le côté franchouillard. Très bien, Tobias. Je te remercie de ta participation. Ben, écoute, j'espère qu'il y aura une bonne résonance ou que vous aurez beaucoup de retours. On en rediscutera dans 6 mois, j'espère, pour savoir un peu comment évolue votre projet, parce que je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Et puis, pourquoi pas, hein, il faut essayer. Donc, merci à toi, Tobias. À bientôt. Voilà. Joe, c'est moi qui te remercie. Merci énormément et à très bientôt, j'espère. Ciao. Ciao.
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 44e épisode avec Tobias Nkoulou, cofondateur de Hotel Spotting, vous a plu. On a longuement discuté. J'espère que pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai un petit track bonus. Je vous le laisse tel quel. Je vous laisse écouter. Ah tiens, et puis en parlant, Joe, d'ailleurs, je m'y suis repris la dernière fois à commencer à écouter tes épisodes, tes podcasts. Je me suis endormi avec. Oh là là. Et c'est vrai que ça devient addictif. J'ai commencé plusieurs soirées de suite à m'endormir avec. Et j'ai vraiment adoré parce que ces expériences de français à l'étranger, après l'avoir vécu soi-même tant de fois, on ne peut que s'en nourrir toujours plus et toujours plus. C'est vraiment très, très bénéfique. Donc merci pour ton inspiration à ce niveau-là. C'était vraiment très productif. Et puis du coup, voilà, à force de re-rentrer en contact avec toi et de parler avec toi, et c'est vrai qu'on re-rentre dans le moule et on se prend au jeu. Donc c'est vraiment très agréable. Écoute, je te remercie. J'espère que d'entendre ça, de dire qu'on est source d'inspiration pour d'autres entrepreneurs, c'est quand même très gentil. Donc merci à toi, Tobias, encore une fois. Et puis merci à nos auditeurs qui se laissent inspirer. Et venez si vous avez des projets, vous avez envie de partager votre expérience, votre vécu en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est toujours bien de venir en parler pour justement créer cette dynamique, comme l'indiquait Tobias. Le fait que tu dises que tu t'endors en m'écoutant, je vais me sentir rougir devant mon microphone. On va voir si on garde ça. Mais merci quand même. Je vais retravailler ma dialectique pour la prochaine fois. Non, il n'y a pas de problème. Mais j'ai des amis qui m'ont dit, on m'a appelé, je vais le rajouter sur le podcast à la fin. Si tu nous écoutes, il va se reconnaître. Je n'aurai pas de prénom pour ne pas le faire rougir. Il m'a appelé un jour en me disant, c'est génial ce que tu fais, je t'écoute dans ma baignoire. Et là, je n'ai pas trop su comment le prendre. Donc voilà. Voilà pour la petite anecdote. Et c'est dans le sud de Hambourg aussi. Donc si tu nous écoutes, petit clin d'œil, merci à nos auditeurs qui osent quand même me faire un petit retour. Parce que c'est vrai que des fois, quand le blog, il n'y a pas de commentaires, on se sent un peu tout seul. Mais en fait, je me rends compte que ça apporte quelque chose. Donc on atteint l'objectif intrinsèque qu'on a. Merci à tous. Et merci à toi, Tobias, encore. Merci à toi, Joe. Voilà donc le petit track bonus que je vous avais laissé. Je trouvais assez sympathique de le laisser tel quel, surtout pour vous inviter, chers auditeurs, qui peut-être ont des projets à partager. N'hésitez pas à venir me contacter, que ce soit par LinkedIn, comme l'a fait Clarisse par le passé, ou d'autres invités que vous avez dû écouter. Aussi en mettant un commentaire dans le blog ou même je crois que sur Spotify on peut mettre des commentaires. J'essaie de les lire, donc allez-y, même sur Instagram, j'oublie toujours Instagram, pour interagir avec nous. Voilà. Petite remarque, je dis plus à la semaine prochaine, mais depuis ces 2 derniers épisodes, vous l'aurez peut-être remarqué pour les auditeurs fidèles, les auditrices fidèles aussi. La fréquence va changer ou change. C'est un épisode tous les 15 jours. Par contre, je vous invite toujours à aller réécouter les épisodes précédents ou des saisons passées. Là, ça va faire 1 an le podcast. Donc, j'en profite pour remercier les gens qui sont prêtés jusqu'à là au petit jeu de venir en discuter. À vous les auditeurs qui interagissez par différents moyens. Ravi. Donc voilà, les anciens épisodes vont être au fur et à mesure ajoutés. Il y aura peut-être des trucs que je vais modifier. Donc n'hésitez pas à aller rejeter un coup d'œil, enfin une oreille surtout. Je pense que des fois c'est toujours intéressant, même avec le recul, de réécouter certains épisodes, des thématiques qui restent toujours actuelles. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.